On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau podcast, mais c'est un podcast un peu différent d'habitude, puisque je vais interviewer un entrepreneur qui a eu pas mal de succès avec son application. C'est une application de langue qui s'appelle Mosalingua. Et je tiens aussi à préciser qu'il s'agit également de mon grand frère qui m'a inspiré sur la route de l'entrepreneuriat. Et voilà, je vais vous le présenter, enfin il va se présenter tout de suite après. Salut Sam, alors du coup c'est vrai que c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un, donc je vais te poser quelques questions. Mais on va être un petit peu en roue libre, hein. Il y a un petit fil rouge, on va dire, pour cette interview. Mais voilà, on va surtout parler de toi. Et qu'est-ce que c'est que Mosalingua, où t'en es aujourd'hui, etc. Mais surtout, présente-toi, quelles ont été tes études et ton petit chemin. Études, ok. Ouais, ça fait un petit moment, bien 15 ans, donc j'ai plus l'impression que ça soit si relevant. Ah ouais, au fait, je parle plus très bien français non plus parce que ça fait 13 ans que j'habite plus en France. Et après une grosse journée où j'ai parlé beaucoup en espagnol et en anglais, parfois les mots se mélangent. Donc désolé par avance si je fais des fautes. C'est pas grave, ça tombe dans le thème. Ouais. Et alors mes études, j'ai étudié l'informatique. Ouais, il y a pas mal d'années maintenant. Et ouais, j'ai fait des études d'ingénieur. J'hésitais entre plusieurs choses, mais j'aimais bien l'informatique. Et je suis content d'avoir choisi ça, parce que ça m'a ouvert plein de possibilités. Ouais, c'est ça, mes études. D'accord. Et tu penses que tu aurais pu réussir sans ces études à faire la même chose si tu avais, par exemple, cherché sur Internet ou tu te serais formé en autodidacte ? Honnêtement, je pense que non, j'aurais pas lancé Mosalingua sans avoir, parce que j'ai commencé, je faisais tout moi-même en fait, j'ai pas levé de fonds, etc. Donc j'aurais pas pu me payer un développeur par exemple. À l'époque, il n'y avait pas des outils de no-code où il n'y a pas besoin de développer, etc. Et me former moi-même, j'imagine, j'aurais dû trouver un boulot en dehors de l'informatique et me former en plus du boulot, je pense que j'aurais pas fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui se forment, d'ailleurs on en a embauché pas mal en autodidacte, et qui étaient bons. Donc voilà, mais moi personnellement, je suis pas sûr. Je pense que mes études m'ont pas mal apporté aussi au niveau de travailler aussi en équipe, de travailler, de bien bosser en fait. Mes études d'ingénieur, il y avait beaucoup de projets en plus de tous les examens qu'on avait, etc. Donc j'ai pas mal bossé. Du coup ça m'a mis dans un bon rythme de travail. Pour monter une boîte, c'était pas mal. Ouais. Ah, j'imagine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer seuls en autodidacte. Et toi, tu n'es pas l'exemple parfait pour ça, mais moi, effectivement, je connais aussi beaucoup de monde qui ont réussi en tant qu'autodidacte. Et franchement, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'outils sur Internet pour ça, donc c'est parfait. Ouais. Après, moi, est-ce que j'aurais créé cette entreprise? Je pense pas. Mais de toute façon, quand on se crée quand on crée une boîte, enfin, moi j'ai tout appris sur le tas, quoi. J'ai même, alors ok, je savais développer mais je savais pas développer des applications. J'ai appris un nouveau langage, j'ai appris à développer des applications mobiles en 2010. C'était vraiment le tout début, donc il y avait pas beaucoup de ressources pour apprendre. Donc j'ai dû me former tout le temps sur le tas sur comment créer une entreprise, comment faire du marketing, comment embaucher des gens, comment gérer, enfin tous les petits soucis. Mais je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre en fait, d'apprendre sur le moment quand on a un problème ou un besoin. Eh ben, on cherche comment je peux faire ça, et puis on teste tout de suite après. Et c'est bien plus concret que d'étudier des cas à l'école, etc., où on oublie ça en fait si on l'a pas appliqué tout de suite après. Donc autodidacte, je pense que c'est bien. Après, les études, quand on peut les faire, je pense que c'est bien aussi, quoi. Ah oui, non, moi je suis pas contre les études, mais c'est vrai qu'en fait,
quand on crée une entreprise, comme tu l'as dit, vu qu'on a des problèmes concrets qui arrivent, ça nous motive d'autant plus à apprendre Ouais, qu'à l'école. c'est Ça ça, donne ouais. un projet en fait Ouais, direct. Et c'est vrai que c'est c'est beaucoup ça. mieux de faire comme ça, je trouve. Mais bon, après, voilà, c'est C'est bien du d'avoir... concret, c'est un truc qui se sert vraiment, et ça motive parce que tu le fais pour toi. Enfin, il y a même pas une question de motivation en fait en général. Ouais, la motivation, si tu veux, on pourra en parler aussi, Ouais, ouais, ouais. mais, euh, mais ouais, quand c'est vraiment un truc que tu veux régler, qui est un problème qui t'affecte ou qui affecte ton business, tu cherches pas, je suis pas motivé pour faire mes devoirs à l'école, c'est pas la question, quoi. Tu t'y mets et tu as envie de le résoudre et tu es super content quand tu l'as résolu. Ça y est, c'est parti, les fautes de français. Mais, euh, mais ouais. Et du coup, comment t'as fait pour lever des fonds? Enfin, parce que tu disais que tu pouvais pas travailler en faisant tes études à côté, enfin, ça aurait été pas possible, enfin, en montant le projet, etc. Mais comment t'as eu ces fonds pour monter ce projet, du coup? Ah non, comme je disais, ouais, j'ai pas fait de levée de fonds. Donc, bon, j'ai eu la chance que j'ai fait des études d'informatique, donc j'avais un salaire pas trop mal. Après, j'étais pas super bien payé, mais comme je dépensais pas trop, j'avais des économies. En serrant un peu la ceinture, j'avais un an pour vivre. Oui. Non, voilà, un an pour vivre. Donc je m'étais mis, bon, ok, je démissionne de ma boîte. J'ai pas eu d'aide de l'État ni rien. J'ai démissionné de ma boîte et je me suis dit, bah, non, en fait, j'ai posé un congé de création d'entreprise. C'est un truc, je sais pas si ça existe toujours, mais moi, ça me rassurait un peu en me disant, en fait, si la boîte accepte, en fait, ils avaient l'obligation de me reprendre au bout d'un an si jamais je voulais revenir. Mais moi, je voulais pas du tout. Mm. Je voulais pas du tout revenir, donc ça m'a vraiment motivé à bosser à fond, voilà, pour lancer ce projet et pour voir si ça pouvait continuer. Et voilà, ils ont accepté, ils n'avaient pas le choix, sinon j'aurais posé ma démission de toute façon. Et, euh, et ouais. Après j'avais vraiment un an d'économie et après ça, voilà, il fallait que je retourne bosser, quoi. Et j'avais vraiment pas envie. Et du coup, j'ai bossé comme un malade. Mais vraiment une belle époque de ma vie, en fait. J'ai pas vécu ça comme une souffrance. C'était une aventure. Je savais pas trop où j'allais, Mhm. dans quoi je me mettais. Mais, euh, mais c'était sympa. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que c'est les meilleurs moments en fait de créer un projet. Je trouve que c'est vraiment les moments les plus forts. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais. mais t'es toujours dans le truc. Bon, tu travailles beaucoup effectivement, mais tu as beaucoup de force pour réussir en fait. C'est ça qui est génial. Et Ouais, après, moi je me rappelle, j'avais quand même pas mal de. Peut-être ça dépend des personnalités, mais des moments de doute. bah c'est Et évident. et même là, que j'ai déjà créé une boîte, on pourra en parler, mais je crée un nouveau projet. Et ben, je retrouve ces moments de doute alors que j'ai beaucoup plus d'expérience. Mais peut-être parce que je sais tout ce qui m'attend, en fait. Il y a des moments où je suis moins insouciant que quand j'ai commencé. Mais ouais. Non, mais je suis d'accord que c'est vrai, c'est une belle période aussi où tout est à créer, où tout est le début. C'est sympa. Hmm. C'est pas toujours facile et commode, donc comment on dit, Oui. confortable. Mais, euh, mais ouais, c'est une belle aventure. Non, mais après, il faut savoir qu'on est tous dans ces moments de doute, hein, c'est normal d'en avoir. Je trouve que si t'en as pas, c'est même peut-être bizarre, mais c'est normal, oui. Et du coup, comment ça t'est venu l'idée de Mosalingua particulièrement? Pourquoi t'as pas fait autre chose, par exemple? Ah ouais, ça faisait un petit moment que j'avais des idées Je me rappelle, j'avais eu un moment une idée de créer un truc qui faisait des photos mosaïques. C'est un truc. Parce que le Je m'en brevet était souviens. tombé en fait de faire des. Ouais, tu t'en Oui, souviens? oui. J'avais commencé à coder le truc et tout. Il y avait un brevet qui était tombé ou qui allait tomber pour faire des photos composées de plein de petites photos. Je suis content de pas m'être lancé là-dedans parce que c'était pas une super idée. Et en fait, tout non. Pourquoi? Pourquoi je me suis lancé? Parce que j'avais envie de voyager. Et j'avais aussi rencontré une Colombienne en France. Et, et par contre, le problème, c'est que bah, je parlais très mal anglais et je parlais pas du tout espagnol.
J'avais appris l'allemand à l'école. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, il faut que j'apprenne un peu les langues pour pouvoir voyager, quoi. Et en essayant d'apprendre les langues par moi-même, j'ai procrastiné parce que pour moi, j'avais une très mauvaise expérience d'apprentissage des langues à l'école. Et je me suis dit, ouais, comment je vais faire ça? Déjà, en je sais pas combien d'années, j'ai pas réussi vraiment à bien parler. Donc, moi, j'ai pas envie d'y passer des années à apprendre une langue. Donc, au lieu d'apprendre la langue, voilà, comme je disais, j'ai procrastiné. J'ai cherché toutes les méthodes possibles et imaginables pour apprendre une langue rapidement. Et puis, je suis tombé sur un petit truc à l'époque qui n'était pas connu. Ça s'appelait un système de répétition espacée, euh, avec un système de cartes flashcard. C'était utilisé pas mal pour apprendre des langues difficiles, genre le chinois, ou ceux qui faisaient des études de médecine, ou quand il y a beaucoup de par cœur, etc. Et c'était pas trop utilisé pour d'autres langues, enfin c'était vraiment le début, quoi. Il y avait une application open source qui existait sur PC, voilà. Et moi j'ai testé ça, et voilà, pour l'espagnol. Je commençais à apprendre du vocabulaire basique, et je le faisais en cachette, en fait, je le disais pas à ma copine de l'époque. Et, ouais, et puis voilà, j'ai commencé à apprendre. Et en fait, après, oui, voilà. Après, je suis allé voir ma copine qui était retournée en Colombie pour un stage. Un peu par surprise. Enfin, pas non, par surprise. Elle savait que je venais, mais j'avais appris un petit peu l'espagnol en cachette. Et je me rappelle la première fois que j'ai parlé espagnol dans l'avion avec quelqu'un, avec mon voisin d'avion, là. J'ai ressenti une fierté, un énorme plaisir, quoi. C'était vraiment la première fois que alors je l'ai pas appris vraiment comme il faut, hein, parce que c'est pas ce qu'on conseille maintenant, Mm. d'attendre le dernier moment avant de parler, mais voilà, j'avais appris quelques phrases et quelques mots basiques, quoi, et j'avais réussi à avoir une conversation vraiment basique, et c'était un plaisir immense, et de faire la surprise aussi à ma copine et à sa famille quand je suis venu, c'était vraiment génial. Et du coup, moi qui avais été traumatisé par l'apprentissage des langues à l'école, le fait d'apprendre un petit peu l'espagnol comme ça, et après d'être en Colombie, un pays que je connaissais pas du tout, de voyager, de pouvoir parler, et les gens étaient très encourageants en disant ah, tu parles super bien espagnol, donc c'était pas vrai, mais, mais moi ça me motivait à apprendre un peu plus. Et voilà, donc c'est comme ça que. Ouais. Et alors voilà, ouais, oui, non, j'ai pas raconté, ouais, donc j'ai appris comme ça avec cette méthode, et j'ai trouvé ça vraiment super efficace. Et je me suis dit, mais enfin, c'est con. C'était le début des iPhones, quoi. Personne n'avait d'iPhone, de smartphone encore. Enfin, c'était. Ouais, ouais, je m'en Sauf souviens. quelques personnes, quoi. Et je me suis dit, mais ça serait génial d'avoir toujours sur soi, de pouvoir réviser dès que tu as 5 minutes. Et voilà. Donc, je me suis dit, bah, je vais développer une application mobile. C'était pour moi au début, mais j'avais quand même l'idée de. Voilà, en espérant que ça marche, quoi. Et, et voilà. Donc j'ai bossé. Après, voilà, en revenant de Colombie, j'ai bossé. J'étais parti 3 mois en Colombie. J'ai posé ma démission. J'ai bossé pendant 6 mois. Euh, donc j'avais fait un site web aussi. À l'époque, c'était l'époque où on pouvait faire un blog, et on arrivait à avoir du trafic et enfin, des abonnés à la newsletter assez facilement. Et j'avais pas trop besoin de faire des réseaux sociaux. Il y avait déjà Facebook et tout. Et ouais, en 6 mois, j'ai sorti l'application. D'ailleurs, tu m'as bien aidé pour le design. C'était bien cool. Sinon, j'aurais sorti un truc vraiment moche. Et, euh, Oui, et bah. voilà, j'ai sorti l'application. Non, mais écoute, en plus, moi aussi, je sortais d'études, donc bon, ça vaut pas ce que je pourrais faire aujourd'hui, mais effectivement, j'étais toute fière d'avoir fait le design de ton Ouais, application. Et merci parce que ça m'a mis le pied à l'étrier. Oui, parce que je crois que j'étais encore étudiante hein, quand je te l'ai fait, il me semble. ouais, possible, ouais. Ouais, ouais, je sais plus. Et waouh, tu sortais fraîchement. Voilà, c'est ça, c'était tout Ouais, juste. ouais. J'ai un peu honte, mais ton logo, je l'ai fait sur Photoshop, il est pas en vectoriel. Chose qu'il faut jamais faire. Ah ouais, mais je crois que tu m'avais fait après une version vectorielle plus tard. Tu me l'avais refait. Peut-être, ouais. Je devais Ouais, avoir trop honte. ouais, mais ça m'avait. Enfin, ouais. Ça m'avait pas plus dérangé que ça, mais c'est sûr que. Ouais. Ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, ouais, j'ai sorti l'application bah, pour apprendre l'espagnol au début, au bout de 6 mois. Donc c'était une des périodes les plus efficaces de ma vie, je pense, hein.
Euh, Parce que j'apprenais en même temps tout, quoi. J'apprenais à coder des applications, un nouveau langage, etc. Ah ouais. Et puis je créais le contenu, des blogs, etc. Et en fait, le premier mois, trop content, quoi. Comme j'avais une newsletter, j'avais pas mal d'abonnés. Pas mal, hein, pas plus que ça, mais peut-être 500 ou 600. Ouais, c'est déjà pas mal hein, pour un début. Et ouais, non, ça a permis de lancer le truc. Et en un mois, j'ai eu 1000 euros. Et c'était suffisamment pour vivre, même un peu. Voilà, avec les impôts et tout, comme je vivais avec pas beaucoup d'argent à l'époque. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin pour vivre, quoi. Et c'était un plaisir, quoi. Une surprise aussi, parce que je m'y attendais pas. Et, euh, et ouais, du coup, ça m'a bien motivé pour continuer, et, bosser de plus belle. Et ouais. Ouais, bah super. Franchement, ton histoire, je pense qu'elle va faire rêver pas mal de monde. Mais bon, après, voilà, il faut travailler, c'est sûr. Puis créer une application, c'est jamais évident, je pense. Surtout que tu as appris, comme tu disais, sur le tas. Après, je pense que quand tu es développeur, tu as beaucoup moins de mal à apprendre un autre langage. Je me trompe peut-être, mais... Oui, non, apprendre un autre langage, c'est pas ce qui est le plus difficile, en fait. Parce que ils sont tous un peu. Après, c'est des subtilités, mais maintenant, en fait, c'est bien plus pratique de commencer à coder avec GPT, avec il y a plein de. Même à l'époque, il n'y avait pas vraiment Stack Overflow, c'est ce genre de Mm. site où tu peux chercher les réponses à tous les problèmes possibles et imaginables. Il y a toujours quelqu'un qui l'a fait. Maintenant, je trouve que c'est plus facile d'apprendre. Moi, je suis en train de nouveau d'apprendre des nouveaux frameworks, des nouveaux langages ou des trucs comme ça. Parce que j'avais un peu laissé de côté le développement, parce que moi, quand on gérait une entreprise, on était à la fin une quinzaine à temps plein. On est toujours, hein. Il y a même plus maintenant, mais ouais, on pourra en parler après. Je suis plus Ouais. à temps plein dans Mosalingua. Mais voilà, donc du coup, ouais, je développais plus. Et là, je m'y remets un peu, et j'ai l'impression de repartir, pas de zéro, mais presque. Mais c'est sympa maintenant d'apprendre à développer. Il y a plein d'outils qui facilitent la tâche, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles peuvent aider à apprendre les langues? Est-ce qu'il y a des intelligences artificielles pour ça ou qui pourraient remplacer peut-être même Moselingua? Et ouais, non, c'est vachement utile, les intelligences artificielles, ouais, pour l'apprentissage des langues. Nous, Mosalingua, on a sorti un chatbot là. On n'est pas les seuls, hein, il y en a plein. On a eu l'idée, mais il y en a d'autres qui ont eu l'idée en même temps. C'était évident, quoi. Il n'y avait pas de. Donc voilà, un espèce de tuteur, un prof virtuel qui te fait la conversation, qui te corrige quand tu as des soucis, qui te donne des règles s'il y a des fautes qui se répètent, etc. Euh, c'est assez facile à faire, en fait. On n'a pas passé beaucoup de temps à le faire. Je devrais peut-être pas dire ça, mais ça paraît gros comme projet, mais en fait maintenant voilà, il y a les API de ChatGPT Voilà, et c'est on ce que peut j'allais dire. ouais, c'est et donc on peut créer des trucs comme ça très très facilement, et ça aide beaucoup en fait à pratiquer les langues sans avoir la peur, en fait, parce que quand on maîtrise pas une langue, surtout à l'école, on nous a appris qu'il ne faut pas faire de fautes, ou peut-être qu'on a été traumatisé de parler devant tout le monde, de faire un exposé ou de faire des choses comme ça devant tout le monde dans une langue qu'on maîtrise pas. Et donc beaucoup de gens, et moi inclus, hein, on est un peu stressé quand il faut parler dans une langue qu'on connaît pas bien. C'est pas un truc confortable, quoi. Et par contre, de parler à un robot, qui est en plus toujours encourageant, enfin nous on l'a programmé comme ça, hein, qui t'encourage tout le temps, qui te dit c'est très bien, et qui parle aussi de sujets qui t'intéressent, et qui se lasse pas, qui va pas se fatiguer de toutes tes erreurs, etc. Et ben c'est vachement relaxant. Et en fait, le fait pour la mémorisation, en fait, pour apprendre des choses, il faut être relaxé, quoi. Si t'es stressé, tu vas pas. Mm. Il y a une partie de ton cerveau qui se bloque, tu vas pas mémoriser pareil, quoi. Donc ça aide bien. Après, on l'utilise aussi. Alors, je sais pas si ouais, c'est un projet, mais bon, pour générer des textes en fonction de ce que tu connais déjà, euh, sur des sujets qui t'intéressent. Par exemple, si je sais pas, si t'as appris, je sais pas, 300 mots et que tu connais telle règle de grammaire, etc. Eh ben, on peut te générer un texte pour pratiquer, qui utilise le vocabulaire que tu connais, avec peut-être quelques nouveautés.
que tu vas apprendre dans le contexte et sur un sujet qui te plaît bien. C'est pas encore sorti, hein, je sais pas, ouais, c'est en test. Euh, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres choses qui peuvent être utilisées, hein. Les voix de synthèse aussi, maintenant on fait des progrès énormes. Donc avant toujours, hein, on paye des acteurs, des voice actors, des acteurs de voix pour faire les enregistrements de l'application. Mais pour des langues un peu moins courantes où on a moins d'utilisateurs, maintenant on utilise des voix de synthèse et on voit pas la différence avec, avec un humain. C'est vraiment, et c'est même parfois l'enregistrement est mieux fait, la diction est meilleure. Mm. Voilà. Après, c'est malheureux parce qu'il y a il y a des métiers, il y a des gens qui vont devoir changer de métier. Mais voilà, Ça fait partie de l'évolution, hein. Depuis toujours, il y a des gens qui ont perdu leur métier parce qu'il y a eu des nouvelles choses. Après, voilà, c'est sûr que ça peut être un débat un peu long, mais c'est pas le sujet du jour. Euh, et du coup, j'ai une autre question. Du coup, qu'est-ce qui motive les utilisateurs à rester sur l'application? Parce que ça, c'est un peu du design, on va dire. Et je sais que vous en utilisez un petit peu chez Mosalingua. Ouais, alors, bon, moi, je sais que tu utilises Mosalingo, quoi. Duolingo aussi. Oui. Mosalingo. Ils ont copié le nom un peu. Non, c'est pas vrai, ils ont pas copié, mais nous, on a trouvé le nom. Lingua, Lingo. C'est pour ça que je me suis un peu trompé. Mais, ouais, eux, ils ont vraiment un système de gamification, comme on dit, de gamification, qui a très, très, très évolué. Nous, on a fait le pari, parce qu'on a une plus petite équipe, mais aussi chacun sa niche, quoi, hein. Ils sont très grand public et ça marche très bien leur gamification. Mais on a fait le pari de l'efficacité avant tout. Donc on a rajouté de la gamification, mais on a essayé jamais de le faire au prix de l'efficacité d'apprentissage et du temps qu'on passe sur l'application. Notre idée, c'est de passer le minimum de temps sur un écran et on fait beaucoup de contenu, de vidéos, etc. pour motiver à pratiquer les langues en dehors d'un écran, de se faire plaisir en fait avec la langue, quoi, que ce soit de suivre des séries, etc. Ou de faire des échanges linguistiques, de parler avec des gens à l'autre bout du monde. Parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus fun, donc du coup il n'y a pas besoin d'une motivation extérieure avec des systèmes de jeux, de points, de machins comme ça, parce que c'est des activités qui sont sympas en elles-mêmes, quoi, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche, quoi. Après, il y a des choses quand même qui fonctionnent bien, genre les séries d'apprentissage, tu sais, quand tu ouvres l'application, quand tu révises, quand tu travailles tous les jours, et ben t'as une série d'apprentissage, mais si jamais un jour t'arrêtes, paf, tu vas casser ta série. Et bon, tu peux débloquer des bonus, des petits cadeaux, des petits trucs, enfin des cadeaux, ouais, des petits contenus additionnels. Voilà, il y a plein de petits trucs. Mais voilà, on a essayé jamais, vraiment. En fait, le problème, enfin, c'est pas un problème parce que Duolingo, ils ont une rétention. Ça s'appelle que les gens restent très longtemps sur l'application et l'utilisent beaucoup, parfois durant des années sans faire de pause ou presque. Et ça, c'est génial. Mais le problème, c'est que toute cette gamification, tous ces systèmes de points, de bonus, ça prend du temps d'apprentissage en fait. Et en fait aussi ils ont, moi j'ai rencontré un des fondateurs de Duolingo à une conférence à un moment, mais leur métrique en fait c'est le temps passé sur l'application. C'est pas l'efficacité d'apprentissage ou quoi. Peut-être qu'ils l'ont aussi, mais leur métrique principale c'est ça. Et bah, du coup ça fait que ça fausse un peu enfin, quand on apprend une langue, on veut pas passer énormément de temps sur une application. On veut progresser. Donc, et du coup, et ce système-là, en fait, et aussi, ils ont fait que en général, c'est assez facile, en fait. On réfléchit moins on fait moins travailler sa mémoire. Moi, j'utilise un Duolingo pour le catalan en ce moment, et j'adore, hein, je trouve ça génial. Mais voilà, ça me frustre parfois parce que j'ai l'impression de passer beaucoup de temps sur les trucs qui sont trop faciles
ou qui m'intéressent pas, ou j'ai pas envie d'apprendre parce que ça me sert pas tout de suite. Et voilà. Il y a des plus et des moins, et Mosalingua, c'est pas parfait hein, non plus. Mais c'est bien pour les gens qui ont une motivation d'apprendre les langues déjà, parce qu'il y a moins de motivation de gamification quoi, Mm. pour motiver ailleurs. Bah, pour te dire, moi, vu que je teste les deux, effectivement, Mosalingua, c'est très... Enfin, pas Mosalingua, Duolingo, c'est très rapide. Enfin, moi, je sais que je passe pas plus de 5 minutes par jour et je retiens beaucoup moins bien que Mosalingua, qui là fait de la répétition espacée. Ils en font un petit peu, mais pas autant que Mosalingua. Et du coup, quand on fait une erreur, il faut la refaire quelques jours plus tard, effectivement. Enfin, il faut réécrire, etc. Mais c'est pas aussi efficace. Mosalingua, en fait, ça rentre, ça devient ancré. Alors que je pense que, alors il faudra voir sur du long terme, mais Duolingo, t'apprends un truc, tu le retiens un petit peu, puis ça disparaît, quoi. Ouais, Je pense que c'est possible, ouais, la ouais. différence Bah, de toute entre les façon, deux. même, enfin, on le dit avec Mosalingua, il faut pratiquer en dehors des applications. Il faut faire. Parce que si tu apprends mais tu n'utilises pas ce que tu as appris, c'est comme tout, on a C'est tendance à sûr. l'oublier. Mais c'est vrai que le système de répétition espacée, c'est infaillible, quoi. Ça va te répéter le truc jusqu'à ce que vraiment tu l'aies intégré. Jusqu'à ce que ça rentre. Allez. Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bien. Et maintenant, c'est marrant parce que moi, je remarque, à force de faire des prompts pour faire des images notamment, j'apprends du vocabulaire grâce à ça, puisqu'il faut les écrire en anglais. Et c'est Ouais. drôle. Ouais, ouais, c'est... Bon, après, voilà, c'est très spécifique, mais... Non, mais c'est sûr, hein, pour apprendre les langues, il faut les utiliser, quoi. Et rien de tel que d'avoir une activité qui te motive et de la faire dans cette langue pour vraiment progresser, quoi. On n'a pas l'impression que c'est de l'apprentissage, des devoirs à faire. C'est un C'est truc qui te ça. plaît et t'as envie de... Tu le mémorises même sans faire d'effort parce que quand c'est quelque chose qui te plaît, ça rentre tout seul, quoi. Ouais, c'est la meilleure manière d'apprendre. Moi, c'est pour ça que j'étais mauvaise à l'école, c'est que ça me plaisait pas. Point. Ouais. Du coup, autre question. Ah oui, non, déjà, on va peut-être parler de ça. Donc, toi, tu parles de Mosalingua, etc. Mais peut-être que tu peux dire ta situation vis-à-vis de Mosalingua aujourd'hui. Ouais, alors on n'a pas communiqué là-dessus, hein, même enfin, ouais, Ah, sur bah l'internet, on peut pas peut-être qu'on trouver, mais peut... non, 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 mais c'est pas gênant. Et ouais, ouais, non, j'ai vendu une partie de Mosalingua. Il y a mon associé Luca qui est toujours actif. Et en fait, on a fusionné avec une entreprise française qui est de Lyon, qui est spécialisée dans l'apprentissage, mais ils n'avaient pas le volet apprentissage des langues. Et, euh, et voilà, je les aide toujours régulièrement, mais moi, j'avais jamais tenu aussi longtemps dans un boulot, ça faisait plus de 11 12 ans, ça me plaisait toujours, mais un peu moins, et j'avais quand même d'autres idées. Je me voyais pas en fait de travailler dans ce thème toute ma vie. J'avais d'autres envies, et voilà, j'ai eu cette opportunité. On a eu cette opportunité. Et, et voilà, et je pense qu'en fait, il y a aussi différentes personnalités. Euh, Moi, j'ai adoré les débuts de Mosalingua, de créer tout de zéro. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Et après, une fois que ça tourne, c'est un autre métier, en fait. C'est une gestion d'entreprise, d'employés, de tout ce que tu peux pas déléguer, l'administratif, tout ça. Donc c'est sympa parce que j'en suis fier, etc. Mais je m'éclatais pas autant qu'au début du projet. Et ça me manquait un peu de commencer un nouveau projet, de faire quelque chose de nouveau. Voilà. Donc quand il y a quelque chose qui est sur Mosalingua qui me donne envie, par exemple quand il y a eu l'intelligence artificielle, enfin l'explosion, etc. Et, voilà, j'ai participé à faire ce chatbot, etc. Des projets comme ça qui sont sympas, mais la gestion de la boîte, en fait, je dis pas que j'avais fait le tour parce qu'il y a toujours des trucs à apprendre, c'est sans fin, mais j'étais moins dans mon point fort, on va dire, dans ce qui me plaisait vraiment, quoi. Bah ouais, c'est Donc normal. c'est pour ça que, voilà. Ouais, j'imagine que quand on a une boîte qui prend de l'ampleur, oui, effectivement, ton boulot, c'est plus le même, quoi. Tu fais de la gestion plutôt que de la création.
Et ça doit, enfin, ça peut plaire à certains, mais pas à tout le monde, quoi. Et du coup, quel est ton projet après Mosalingua? Du coup, qu'est-ce que tu es en train de construire là? Ah, ouais. Alors, je suis encore en phase de test d'idées. Euh, donc voilà. Mais je peux dire, je peux parler un peu du thème. C'est que, bah, c'est toujours dans le, ouais, on va dire que c'est dans le développement personnel, mais plus dans la santé mentale. En fait, souvent, c'est un conseil qu'on peut voir souvent. Euh, Quand on a des croyances qui sont assez fortes et que la majorité n'ont pas, encore, disons, il y a souvent des bonnes idées à prendre. Et moi, je pense qu'on passe beaucoup trop de temps dans notre vie à, à bosser sur l'extérieur, sur avoir de l'argent. Peut-être même maintenant, ça commence. Avant, c'était, enfin, ou à acheter des trucs que tout le monde veut, à avoir une carrière. Maintenant, il y a la santé, le sport. On sait que faire du sport, c'est intéressant. On sait que, je sais pas, par exemple, il y a un siècle, les gens se brossaient pas les dents. Hmm. Il y a une hygiène, en fait, il y a une hygiène du corps, mais maintenant, il y a une hygiène du sport. Et je pense qu'il y a une hygiène mentale qu'on passe très très peu de temps pour avoir une routine d'hygiène mentale. Et ça apporte beaucoup plus de positif dans notre vie par rapport au temps qu'on y passe et par rapport aux autres thèmes de la vie, l'argent, le sport, etc. Voilà, je suis pas très clair, Ah non, mais, non, si, si, je trouve que voilà. c'est Donc du coup, clair. j'ai cette croyance que un des meilleurs, une des meilleures choses qu'on puisse faire, c'est d'investir un petit peu de temps sur notre santé mentale, et ça apporte énormément dans la vie. Et donc ça fait pas mal d'années hein, que je m'intéresse, je pense 10 ans aussi. Mais ça a toujours été un truc très personnel. Et je pense que c'est la première fois que j'en parle. Donc c'est ouais, je pense que c'est la première fois que j'en parle. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis des années. Et voilà. Donc je me forme beaucoup là-dessus et j'ai envie de travailler là-dessus. Euh, donc j'en dis pas plus pour le moment Non, parce que mais j'explore plein de choses c'est déjà très et bien. voilà. Tu me donnes plein d'exclusivité, tu vas voir, les gens vont faire «Ah, chez Flore, c'est Ouais, trop bien, on a plein de...» Non, je plaisante. Non, mais merci. Ouais, c'est vrai que tu disais que tu n'en avais pas parlé, effectivement. Moi, tu m'en avais pas parlé, même si je le voyais bien. Euh, mais oui, la santé mentale, Si, c'est... je t'ai parlé quand même que je faisais de la méditation, Oui, bien etc. sûr, évidemment. Mais ouais. Oui, oui. Mais la santé mentale, c'est indispensable si on veut réussir à être bien dans la vie, quoi. Réussir, quand je dis réussir, c'est pas forcément comme tu disais avec de l'argent ou quoi, c'est réussir ses rêves et ses rêves profonds, en fait. Et Hmm. donc, c'est important effectivement de s'écouter. Moi, je suis une adepte de s'écouter. Ouais, ouais, ouais. Non, mais tu disais aussi, ouais, ça influence beaucoup de choses, hein. Par exemple, pour l'entrepreneuriat, on peut avoir, et moi, je me rends compte maintenant sur ce projet, hein, tu vois, même c'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est une nouvelle identité pour moi. Avant, j'étais Monsieur Mosalingua. Et il y a pas mal de choses qui peuvent, inconscientes, qui peuvent nous bloquer au moment de faire un nouveau projet, en fait. Euh, et, euh, et c'est intéressant de les étudier, de comprendre pourquoi. Et en fait, parfois, il peut y avoir des déblocages qui se font assez subtils. Et en fait, ça peut tout débloquer d'un coup, quoi. Et on peut avoir des croyances limitantes, on peut avoir des, euh, ouais, des croyances simplement, ou des blocages qui peuvent être assez profonds et assez subtils. On peut ne pas les remarquer vraiment. Mais parfois on se rend compte quoi, quand on veut commencer un nouveau truc ou quoi, on se dit mince, je sais pas, j'arrive pas à me motiver, j'arrive pas à y croire ou etc. On a envie, il y a une partie de nous qui a envie, et vraiment, mais ça décolle pas. Et je sais qu'il y a des moments où avec certains travail, moi je suis en plein dedans. Il y a vraiment des moments de déblocage et j'arrive à faire en une semaine le boulot
que j'arrivais pas à faire pendant un mois. Mm. Et c'est vraiment très intéressant. Ah non, mais c'est ça. Et puis c'est ça aussi être entrepreneur. Enfin, entrepreneur, je pense solo plutôt qu'entrepreneur avec des employés. Enfin, je sais pas, j'ai jamais été entrepreneur avec employés. Toi, tu l'as été, donc tu pourras me dire. Mais quand tu es solo, en fait, il faut vraiment s'écouter. Et puis, il faut vraiment comprendre effectivement tes propres blocages et les blocages sociétaux aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on n'ose pas les faire parce que c'est pas bien ou c'est mal vu. Par exemple, gagner de l'argent, c'est souvent un blocage chez les Français, quoi. On est d'accord que on n'a pas cette culture du solopreneur qui réussit, enfin, même si ça se fait de plus en plus parce qu'on est inspiré par les États-Unis, mais c'est tout de suite très péjoratif, ça fait tout de suite de droite ou peu importe de quelle... Mais c'est souvent dans cette idée peut-être politique qu'on associe l'entrepreneuriat. Bon, moi je ne veux pas donner mon bord politique, on s'en fout de ça, mais voilà, c'est pas l'idée, c'est vraiment de débloquer ce genre de choses, et moi personnellement ça a été le plus dur chez moi. Ah bah ça c'est un très bon exemple, ouais, typiquement les croyances qu'on peut avoir sur l'argent, inconsciemment, même si on sait que c'est pas vrai, mais inconsciemment, si on pense que gagner de l'argent c'est mal et qu'on le vole à d'autres personnes, ça nous bloque, on va s'auto-saboter, on va avoir un sentiment que si ça commence à fonctionner, on va avoir un sentiment un peu de on le mérite pas, ou c'est et ça peut être très subtil en fait, hein. On peut même ne pas s'en rendre compte, quoi. Mais ouais, il y a beaucoup de blocages qui peuvent être liés aussi. Alors c'est intéressant parce que dans les pays, nous on a un pays plus à culture catholique, mais les pays, même si on n'est pas catholique, même si on n'a pas été éduqué d'une manière catholique, mais ça reste présent dans la société, dans la culture. Et les pays protestants, par exemple, ont moins ces blocages par rapport à l'argent. Donc pays protestants, Angleterre, États-Unis par exemple, d'origine plus protestante, hein, après. Mais ils ont moins ce côté il faut être pauvre, pauvre c'est bien, etc., qui est très présent dans le catholicisme. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une grosse différence culturelle par rapport à ça. Il y a moins de tabous par rapport à l'argent. Ça arrive, bon, moi ça m'est jamais arrivé, hein, mais c'est courant dans une conversation que les gens vont te demander et tu gagnes combien. Si, je crois que ça m'est déjà arrivé en fait. Mais d'une manière très naturelle. Et alors qu'en France, on le demanderait à quelqu'un peut-être qu'on connaît vraiment bien, à un ami, mais pas à quelqu'un que tu viens de rencontrer, quoi. Et ça, ouais, c'est vrai que ça... C'est des croyances qui peuvent bloquer un peu, effectivement. Ouais. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, il y en a plein, hein. Oui. Oui, non, il y a plein de choses à déconstruire. Et puis, est-ce que, enfin bon, après, ça devient personnel, philosophique, etc. Est-ce que ces choses à déconstruire sont bien à déconstruire? Voilà, enfin bon, ça, on peut aller loin comme ça. Mais oui, enfin, de toute façon, si tu veux aller quelque part, si t'as jamais réussi à y aller, même si t'as eu très envie d'y aller, que t'as essayé de plein de manières, c'est qu'il y a un blocage quelque part. S'il y a une barrière, il faut l'enlever, quoi. Et ouais, et donc j'ai hâte de voir ce que tu vas nous pondre, même si je sais déjà un petit peu, mais je vais voir la suite. De toute façon, si tu veux, je te réinvite pour t'interviewer pour ton prochain projet dans quelques temps. Ouais. Pour l'instant, c'est qu'en anglais, donc pas pour le public francophone, mais ouais. Quand ça sera vraiment... Quand on aura le produit qui va bien, là on a encore beaucoup à tester et à changer, etc. Mais ça avance bien. Ouais, avec plaisir. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui souhaiteraient créer un projet d'entreprise, qui ont envie de se lancer, quoi, tout simplement, puisque toi tu as de l'expérience, donc... Ouais, il y a plein de projets là. Ce qui me vient à l'idée, mais il y aura plein de conseils, hein, mais après ça dépend vraiment de chaque situation. Mais c'est de se lancer vraiment, même parce que je pense que il y a beaucoup d'expérience à faire quand on se lance en fait, parce que je sais qu'on a souvent tendance, en tout cas moi, à, à, à procrastiner ou à apprendre toujours quand j'aurai appris ça ou je sais pas quoi, quand je serai prêt. Mais si on arrive à... Alors moi je parle plus
de créer un produit, ou pas forcément un produit informatique, mais un service ou quelque chose. Je parle pas d'être influenceur, mais de se lancer, de répondre à un besoin en fait qui existe en fait, de pouvoir répondre à un besoin et de faire un produit le minimum possible, le MVP, le Ouais. minimum viable product, mais et pas s'attarder sur et enlever tout le superflu quoi, mais vraiment résoudre un problème, le faire bien, mais vraiment juste un seul quoi, et pas pour pouvoir valider déjà l'idée en fait, parce que on a une tendance, et même moi je le sais depuis des années, mais j'ai une tendance à vouloir procrastiner, à pas être prêt, etc. Parce que ça fait peur en fait de se lancer, de lancer un truc, parce que c'est une partie de soi, on a peur d'être jugé, que ça fonctionne pas aussi, on a souvent des Et peurs en peur disant bah aussi mince. parfois que ça fonctionne trop bien. Ça, c'est une peur qui existe, hein. Ouais, ouais, alors souvent elle est inconsciente cette peur, parce qu'on a un peu du mal à le dire, bah non, on a envie que ça fonctionne, etc. Mais ouais, effectivement, ouais, c'est courant. Et mais ouais, il faut, et à mon avis, il faut se donner une deadline en disant, ok, qu'il soit très ambitieuse, mais en disant, voilà, j'ai un mois, il faut que je sorte un truc, peu importe, même si c'est vraiment mal foutu ou quoi, mais il faut que ça aide au moins quelques personnes. Et là, franchement, une fois qu'on a les premiers utilisateurs, mais ça débloque tout, quoi. Et on n'est plus dans la procrastination à essayer de chercher ah, mais qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait peut-être que je fasse des cartes de visite, ou il faudrait que je cherche le truc parfait pour ça. Il faudrait que je sois au top par rapport à la légalité GDPR ou je sais rien. Non, non, il RGPD. faut. Ah ouais, GDPR, ah ouais, RGPD en français, ouais, effectivement. Et enfin, toutes ces. Ça, c'est des trucs, c'est des problèmes qui viennent plus tard en fait. Ça sert à rien de se préoccuper de ce genre de choses, quoi. Sinon, ça sera du temps perdu, parce qu'en fait, il faut bien se rendre à l'évidence, on n'est pas sûr que notre idée, qui paraît géniale sur le moment, va fonctionner. Et il vaut mieux se planter le plus rapidement possible, parce que du coup, on peut rebondir plus facilement, quoi. Si on a passé un an à faire un truc et au final ça fonctionne pas, et hein, moi j'ai vu plein d'amis qui super intelligents, qui avaient des idées qui avaient l'air pas trop mal, mais au final non. Et ils ont bossé pendant un an et demi, et c'est ça, et en fait non, un flop. C'était même pas une question de manque de marketing ou quoi. Et parce que bah non, finalement l'idée c'était pas, il y avait pas un besoin c'est énorme, etc. Donc c'est vraiment, moi je dirais, de partir d'un problème, et et peut-être c'est bien d'avoir un problème, de partir sur un problème qu'on ressent en fait. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour Mosalingua, parce que j'avais besoin d'apprendre les langues. Donc, j'utilisais mon propre produit, j'avais envie de. Et ça motive, c'est bien plus pratique. Mais c'est pas obligé, parce que c'est difficile parfois de trouver. J'avais envie de dire aussi, peut-être de partir sur un truc qui nous passionne, mais en fait, pas forcément, parce que effectivement, c'est mieux. Mais parfois, on n'a pas de passion, quoi, et c'est bien de pas avoir de. Enfin, c'est pas très grave de pas avoir de passion, mais au moins un truc qui nous intéresse, parce que si ça fonctionne, c'est quand même. Il faut. Enfin, pour que ça fonctionne, il faut y dédier plusieurs années de sa vie, quoi. Et c'est dommage de partir sur un truc qui vraiment nous intéresse pas, où on Ah risque oui. de se démotiver, où on risque de pas. Voilà. Et alors qu'il y aura peut-être quelqu'un qui sera passionné par ça et qui va nous doubler, parce que nous, c'est un boulot qui ne nous passionne pas, quoi. Mm. Bref. Mais après, ouais, c'est pas obligé de trouver le truc parfait qui nous passionne vraiment. Je pense il y a plein de. Surtout en ce moment, avec l'intelligence artificielle, il y a plein de nouvelles idées qui sont possibles, de trucs qui n'étaient pas possibles avant. Et c'est un bon moment, je pense, pour se lancer. Ah oui, Ou des totalement. choses qui étaient peut-être pas rentables avant de faire, qui maintenant sont possibles. Pas forcément l'idée du siècle, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin aussi. On a souvent tendance à valoriser les idées. Une fois que j'aurai l'idée, en fait, une idée, ça vaut rien. Si on a une idée, en général, il y a plein de gens qui ont cette idée en même temps. Et il faut exécuter, quoi. Et il y a plein de façons d'exécuter une idée, et voilà, il faut se lancer, quoi. Mais oui, bah, je vais rebondir là-dessus. C'est que la différence entre quelqu'un qui a une idée et quelqu'un qui réussit, c'est celui qui a fait le premier pas, quoi. Hmm.
tout à fait, ouais. C'est souvent ça, en fait. Moi, je connais aussi plein de gens qui ont plein d'idées, qui ont envie de faire un truc, mais ils disent, ouais, c'est pas le moment. C'est pas... Mais en fait, c'est jamais le moment. Et vu qu'ils se lancent pas, ben, ça reste une idée. Et du coup quelqu'un Hmm. d'autre, effectivement, l'aura fait à leur place, quoi. Et Ouais. du coup, avec toute ton expérience, j'imagine que tu as eu des échecs aussi. Bon, tu en as un petit peu parlé avec ton premier projet que finalement tu as laissé tomber. Mais tes échecs chez Mosalingua notamment, qu'est-ce que tu en as appris et qu'est-ce qui t'a fait rebondir? Comment tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent comment on peut prendre cet échec comme une force au final? Des échecs. Euh, Ouais, je sais pas si c'est des échecs. Bah si, c'est intéressant après pour. Moi, j'ai l'impression que mes plus gros échecs, c'était parfois des, des mauvais, ouais, des mauvaises embauches en fait, des gens qui étaient pas à leur place ou ça s'est mal passé et je l'ai vécu vraiment comme un échec. Sinon, après, ouais, on a fait ouais, on a fait des bêtises, des trucs, des bugs, des trucs qui fonctionnent pas. Mais bon, voilà, ça c'est la vie. Je le sens pas comme un échec. Euh, Bon, si tu je vois pense pas, que. c'est pas grave. Ouais, ouais, non, aussi, il y en a plein, mais c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi à ça. Mais c'est vrai que ouais, les premières embauches, je pense, si jamais ça vient un jour, c'est les plus importantes. Et peut-être une erreur, c'est peut-être d'être resté trop longtemps. Parce qu'avant, au tout début de Mosalingua, j'étais vraiment passionné. Et du coup, j'arrivais facilement à embaucher des gens j'arrivais à transmettre ma passion. Et du coup, j'arrivais à embaucher des gens voilà, qui étaient vraiment alignés avec le projet, etc. Je parle comme si j'ai embauché plein de gens. Non, pas non plus, mais. Euh, et du coup, ouais, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai eu vraiment les premières personnes avec qui j'ai travaillé. C'était vraiment je suis toujours ami avec eux. Donc, je pense que les premières embauches, c'est vraiment important. Et comme j'ai eu de la chance au début, j'ai pas pris ça trop au sérieux. Et j'ai fait après embaucher quelques personnes en fait où finalement ça se passait mal. Et c'est le pire cauchemar de devoir se séparer de quelqu'un ou alors au contraire que la personne parte parce qu'elle se sent pas à sa place en plein milieu d'un gros projet ou quand on a besoin de cette personne. Et c'est les trucs que j'ai le moins bien vécu et je pense que j'aurais dû me former un peu plus sur la gestion d'équipe et les embauches et voilà, bon. Ou gérer, enfin, ou embaucher quelqu'un qui gère ça pour toi, non? Ouais, mais je crois ouais, ça, j'en étais pas à un niveau si grand pour avoir une personne comme ça. Et je pense que c'est important quand on est une petite équipe de vraiment bien s'entendre. Pour moi, il faut que ce soit des gens avec qui on aurait envie d'être amis, tu vois, même si on n'est pas forcément amis. Mais on se dit, bref, cette personne, elle pourrait être mon amie. Je pense que c'est un bon critère. Et quelqu'un qui a qui soit motivé aussi, qui a envie vraiment de travailler sur le projet, que ce soit quelque chose qui le motive, quoi. Ouais. Ok, bah super. Bah, c'est vrai que ça, je suis pas personnellement, mais ça viendra peut-être, hein. Et du coup, je prends tes conseils avec intérêt. Mais ça marche aussi pour parce que souvent on peut faire des partenariats ou quand on est solopreneur, on travaille avec d'autres gens, on n'est pas solo tout le temps. Et je pense que c'est bien aussi de. Bref, ça marche pour tout dans la vie, je pense. Mais oui, c'est ça. Il faut s'entendre avec les personnes avec qui tu montes des projets ou quoi, parce que effectivement, ça peut vite partir, parce qu'il y a l'humain quoi dedans, et forcément, dans l'humain, on n'est pas parfait. Il y a des jours où on n'aura pas le bon moral, et d'autres jours aussi, on n'aura pas les mêmes idées que l'autre. Donc, Bien sûr, ouais. Ouais, pour ouais. ça, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, mais c'est Ben, riche aussi. Ouais. comment? C'est enrichissant. C'est Oui, c'est compliqué, mais c'est enrichissant. enrichissant. C'est vrai. Et du coup, ben, est-ce que tu as envie de parler d'autre chose en particulier avant qu'on clôture cette petite interview? Non, rien de particulier. Un plaisir de parler avec toi, Flore. Toujours. Bah merci, oui, pareil. Et bah, en fait, je me rends compte qu'on n'a pas parlé d'un truc. C'est qu'on a parlé de Mosalingua, on a parlé de toi, mais on ne sait pas exactement
parce que ceux qui nous écoutent connaissent peut-être pas forcément Mosalingua. On n'a pas vraiment présenté l'application. Donc, c'est une application d'apprentissage de langue à succès. Moi, je l'ai dit au début, mais pour dire à succès, il y a eu combien de ventes notamment? Ah, de vente, je sais pas. De téléchargement, on a eu 12 millions. Vente, c'est compliqué. Parce qu'en plus, c'est un peu faussé parce qu'au tout début, on n'avait pas d'abonnement. Donc, c'était juste un seul paiement. Et donc là, effectivement, on avait beaucoup, beaucoup de ventes parce que c'était genre 5 euros et à vie. Maintenant, on a moins de ventes parce que c'est un abonnement. Donc, non, je ne saurais pas te répondre. Mais D'accord, téléchargement, ouais. on a eu 12 millions, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, donc tu te situerais en termes de popularité dans les applications pour apprentissage de langue, à quel niveau depuis 10 ans à peu près? Pas si important que ça. Duolingo, par exemple, je sais pas combien, mais c'est énorme. Ils ont une équipe de, je sais plus, 300 personnes peut-être. Ils ont levé, ouais. Et au niveau de téléchargement, ils ont dû en faire, je sais pas, peut-être, j'en sais rien, aucune idée. Mais non, non, on n'est pas du tout au même niveau. On s'est spécialisé pour les gens qui veulent apprendre une langue rapidement. On est plus en niche. On n'est pas grand public. Mais voilà. Et après, comme on n'a pas levé de fonds, c'était un choix, hein. On n'a pas voulu voilà, lever des fonds parce que moi je voulais être libre. Je me suis lancé parce que j'avais envie de voyager. Avant, j'étais dans une start-up et j'ai vu comme c'était stressant d'avoir des actionnaires derrière avoir une boîte qui fonctionne pas spécialement très bien. J'avais pas envie de vivre ça, donc voilà, on a fait des choix qui ont fait qu'on n'était pas non plus les number one et ça nous convient très bien comme ça. Oh bah super, ok, merci beaucoup Sam. Et j'espère que ça vous aura plu, vous qui nous avez écoutés. Et puis je te laisse dire le mot de la fin. Un petit mot de la fin, c'est difficile ça, je sais pas. Mais qu'est-ce que ton public, c'est quoi? C'est plus des gens qui veulent apprendre le design ou des gens qui veulent se monter Alors, une en fait, entreprise c'est un petit peu des deux. Mon public cible sont des personnes qui montent une entreprise et qui ont besoin d'apprendre le design facilement sans être graphiste, en fait. D'accord, d'accord. Eh ben, mot de la fin, lancez-vous. C'est en faisant qu'on apprend et peut-être la première fois, ça va peut-être pas marcher, mais en tout cas, ça sera pas du temps perdu parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprend et peut-être que ça va marcher du premier coup, peut-être pas, mais lancez-vous. Lancez-vous, c'est une belle aventure et n'attendez pas que tout soit parfait, l'environnement. Il y a toujours des bonnes excuses pour pas se lancer et non, allez-y, c'est une belle aventure. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi, Flore. Ciao, Allez, ciao. ciao.